peut-être qui nous rejoignent maintenant. Ce matin, on a commencé avec une première partie sur la biogéochimie des éléments traces, qu'ils soient considérés comme oligos ou contaminants. Ensuite, on est suivi une deuxième grande partie sur la partie nourricière liée aux oligo-éléments, nourrir les humains, nourrir les plantes, et il a été aussi beaucoup question de gestion des carences en oligo. Et donc, pour cette première partie de l'après-midi, nous allons aborder les enjeux sanitaires et environnementaux liés aux éléments traces en agriculture. Donc, pour rappel, les éléments traces, qu'ils jouent un rôle biologique, comme ceux que l'on a vus ce matin ou non, comme l'exemple qui va juste suivre après avec le cadmium, sont considérés, enfin sont toxiques lorsque présents en excès, c'est-à-dire à des concentrations qui excèdent la tolérance des organismes cibles. Et donc, ces éléments traces peuvent nuire à la qualité biologique des sols, à la qualité sanitaire des denrées agricoles, et ainsi fragiliser la pérennité des agrosystèmes ou des filières. Donc, les trois premières parties de l'après-midi vont faire le point sur un enjeu sanitaire ou environnemental. Donc là, également, comme ce matin, on fait le choix de focaliser sur des cas d'études plutôt que d'essayer de balayer toute la liste des effets liés à tous les éléments traces. Donc le premier exposé réalisé par Christophe Nguyen sera lié à l'enjeu sanitaire lié à la contamination du blé dur par le cadmium. Deuxième exposé de l'après-midi, là il sera question d'un enjeu sanitaire et environnemental lié à l'utilisation de produits résiduaires organiques, ce qu'on appelle les PRO en agriculture. C'est Aurélia Michaud, que vous avez déjà eu l'occasion d'entendre ce matin, qui vous fera l'exposé. Le troisième enjeu sera, lui, purement environnemental, lié à l'utilisation du cuivre en viticulture par Gwenaëlle Imfeld. Et nous ferons suivre ces trois parties par une transposition à des agro-écosystèmes tropicaux de ces relations éléments traces plantes pour voir dans quelle mesure est-ce que les grandes lois que l'on a vues ce matin dans nos écosystèmes tempérés résistent aux changements de type de sol et de climat, donc dans ces écosystèmes que l'on connaît un petit peu moins. Voilà, donc ça c'est la troisième partie, et peu avant 4 heures, donc peu avant 16 heures, ce sera la place à la table ronde où j'espère nous aurons l'occasion de reprendre les questions restées sans réponse ce matin, auxquelles viendront s'ajouter celles de cet après-midi. Voilà, donc j'ai le grand plaisir de demander à Christophe Nguyen de se préparer à commencer sa présentation. Merci Christophe. C'est tout bon pour moi, si vous m'entendez, oui. Très bien. Eh bien, on y va, Sophie. Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Christophe Nguyen, je suis chercheur à INRAE à Bordeaux. Et je vais vous présenter un certain nombre de travaux issus de la littérature, mais aussi issus de nos activités que j'ai conduits avec des collègues d'Arvalis, d'Infosol, INRAE à Orléans, et puis des collègues d'ISPA que j'ai remerciés sur cette diapo de présentation. Donc, mon exposé va porter sur un enjeu sanitaire qui est particulièrement prégnant actuellement, qui est le cadmium, sa contamination sur les cultures agronomiques et l'impact que ça a sur la chaîne alimentaire et comment on peut gérer ça. Et pour traiter cette question, eh bien, je vais vous parler de la production de blé dur, qui est une céréale qui accumule particulièrement le cadmium. Diapo suivante. Donc, le cadmium, c'est un élément trace métallique qui n'échappe pas au grand processus qu'on a vu ce matin. Donc, il est présent naturellement dans le sol. Bien sûr, les intrants agricoles peuvent, avec les dépôts atmosphériques, enrichir le sol avec des effets, comme tous les contaminants, qui sont assez rares, mais qui peuvent conduire, dans des cas très, très marginaux, à de la toxicité, soit sur les plantes, soit la vie biologique des sols. Et cet élément est soumis aux processus qui régissent la disponibilité environnementale et la biodisponibilité pour les cultures. À partir donc du sol, les plantes accumulent le cadmium, le répartissent entre les différents organes, et ce cadmium va atteindre les organes consommés pour entrer dans la chaîne alimentaire. Donc ça, c'est un peu la voie classique de transfert sol-plante du cadmium, qui est aussi commune à tous les éléments traces et aux contaminants.
Et pour les contaminants, il y a un certain nombre de règlements européens qui sont mentionnés sur cette diapositive en haut, qui définissent les teneurs maximales des productions végétales pouvant entrer dans l'alimentation humaine. Il y en a une également pour l'alimentation animale. Et lorsque ces productions végétales dépassent les seuils réglementaires, eh bien, les productions ne peuvent pas être commercialisées avec en cascade des pertes économiques. Et quand ces productions végétales sont conformes à la réglementation, eh bien, elles rentrent dans la chaîne alimentaire et indirectement, eh bien, nous accumulons un certain nombre de contaminants dans notre corps via notre alimentation. Et assez récemment, eh bien, les autorités sanitaires se sont aperçues que la population française présentait une surimprégnation au cadmium. Et l'ANSES a également montré que pour le plomb, l'arsenic, le nickel, l'aluminium et le mercure, le méthylmercure, les risques ne pouvaient pas être écartés, les risques sanitaires pour la santé ne pouvaient pas être écartés, notamment pour certaines populations, sous-groupes de la population, notamment les enfants. Et donc, il y a un espèce d'aller-retour entre l'évaluation des risques sur des marqueurs biologiques au niveau de la population et au niveau de l'exposition alimentaire et l'évolution de la réglementation. Diapositive suivante. Et c'est ainsi que pour le cadmium, on a eu ces dernières années un certain nombre de projets de réglementation qui ont vu le jour et qui ont été rediscutés, dont je vais vous raconter un petit peu l'histoire. Donc le cadmium est un contaminant particulièrement toxique, classé cancérigène, qui a une demi-vie dans le corps relativement longue, entre 10 et 30 ans, ce qui fait qu'il s'accumule dans les organes, notamment filtrants, et notamment le rein, dont il impacte le fonctionnement, conduisant à la décalcification, de l'ostéoporose. Le cadmium est aussi responsable d'un certain nombre de pathologies plus ou moins avérées, comme la fibromyalgie, excusez-moi. La principale source d'exposition non professionnelle, c'est le tabac, donc les fumeurs, puisque le cadmium est présent en forte quantité dans le tabac. Et pour les non-fumeurs, c'est l'alimentation. Et récemment, les autorités sanitaires sont aperçues que chez les adultes, la quantité de cadmium urinaire, qui est un bon marqueur de l'imprégnation de la population, eh bien, a été relativement élevée, puisque chez les adultes, près de la moitié de la population française aurait des seuils de cadmium dans les urines supérieurs au seuil toxicologique, correspondant à un risque sanitaire significatif. De manière plus préoccupante, entre les deux études qui ont été conduites entre 2006-2007 et 2014-2016, le cadmium urinaire chez les adultes français a augmenté d'un facteur proche de 2. Ce qui pose la question de l'exposition de la population, notamment par voie alimentaire. Et puis la France se distingue malheureusement par une imprégnation au cadmium de la population qui est un peu dans la limite supérieure par rapport aux pays environnants, et notamment les États-Unis et l'Italie. Alors pour limiter l'imprégnation par voie alimentaire, eh bien, il y a des recommandations d'exposition maximale, ce qu'on appelle les doses hebdomadaires tolérables d'exposition au cadmium par voie alimentaire. Et jusqu'en 2009, cette dose maximale était de 7 microgrammes de cadmium par kilo de poids corporel et par semaine. Et par rapport à l'évaluation des risques sanitaires, en 2009, l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité sanitaire, a abaissé ce seuil d'un facteur presque 3, l'abaissant à 2,5 microgrammes. Alors l'étude de l'ANSES sur notre alimentation montre qu'en moyenne, au niveau de la population, bien, l'exposition elle est inférieure à ce seuil recommandé, puisqu'on est en moyenne chez l'adulte à 1,12 et 1,68 chez l'enfant, mais qu'on a des dépassements sur certains sous-groupes de la population, notamment chez les enfants. Se pose quand même la question de regarder comment l'exposition qui est inférieure au seuil de recommandation conduit à une augmentation de l'imprégnation de la population en cadmium. Ça reste aujourd'hui une question assez prégnante et ça repose la question finalement de la dose hebdomadaire tolérable d'exposition par voie alimentaire à ce contaminant. Et parmi les contributeurs importants à l'alimentation alimentaire pour le cadmium, on va retrouver le blé dur à travers notre consommation de pâtes et de semoule, le blé dur accumulant le cadmium de manière un peu plus importante que le blé tendre. Diapo suivante. Alors, comme je vous l'ai dit, face aux risques sanitaires, il y a eu un certain nombre de projets de réglementation européens pour limiter la quantité de cadmium présente dans le blé dur. Donc, jusqu'à l'année dernière, on était à un seuil de 0,2 mg par kilo, donc le seuil complètement à droite, qui correspondait à environ 3,7% des parcelles non conformes en France, comme nous avons pu l'estimer avec les travaux d'Arvalis. Et le premier seuil qui a été envisagé en 2011 était assez drastique puisqu'il voulait diviser par 2, conduisant à un seuil à 0,1 mg de cadmium par kilo de blé dur. Et là, en France, on aurait eu 22% des parcelles qui n'auraient pas été conformes.
Donc face à cet impact fort au niveau économique, il y a eu des discussions et finalement, il y avait un projet en 2012 qui était de redescendre à un seuil de 0,15 en 3 ans en partant de 0,175. Alors vous voyez qu'on reste aux alentours de 5 à 8% de non-conformité, ce qui est encore très important. Et au final, l'année dernière, en août, le dernier seuil qui a été proposé et qui a été fixé de manière définitive, en tout cas de manière opérationnelle, c'est 0,18 avec un taux de replay. Localement, dans certains bassins de production, le taux de non-conformité atteint 15 à 20%. Diapo suivante. Alors, je ne sais pas si chez vous ça passe, chez moi je n'ai rien. Voilà. Alors, comment faire pour l'agriculteur pour savoir si, a priori, sa future récolte va être conforme ou non conforme? Donc, on a besoin d'outils, on a besoin de référentiels pour pouvoir prédire le risque de non-conformité et donc d'essayer de mettre en œuvre les mesures pour limiter le transfert du cadmium du sol vers les cultures. Donc, on a développé avec Arvalis un outil qui s'appelle Blessure, qui est un outil de simulation disponible sur Internet à l'URL qui est mentionné en haut de la diapositive, qui est gratuit et ouvert à tous. C'est un outil qui permet de simuler le risque de non-conformité pour le cadmium et le plomb par rapport au seuil réglementaire à partir de l'analyse de terre et de la variété qui sera cultivée. Donc derrière, on a des modèles statistiques qui reposent sur des variables régissant la biodisponibilité du cadmium dans le sol et qui ont permis de prédire et de fournir une prédiction du risque de non-conformité pour le cadmium, le plomb, et on a aussi étendu ça à l'arsenic et au nickel. Et accessoirement, on prédit également la teneur en fer et en zinc pour estimer la qualité nutritionnelle. Donc à partir de cet outil, l'agriculteur peut prédire le risque de non-conformité d'une future récolte et envisager des solutions alternatives. Alors parmi les solutions pour remédier à un risque de non-conformité, il y a le choix de la variété. Et donc l'outil présente aussi un classement des variétés de blé dur par rapport à leur potentiel d'accumulation des 4 contaminants, cadmium, plomb, arsenic et nickel. Et puis, comme ces contaminants ne sont pas forcément dosés dans les analyses de terre, l'outil présente également une carte interactive qui permet d'estimer, en fonction de la position GPS, géographique de la parcelle, la teneur totale de ces contaminants dans le sol. Il y a également une page d'information sur les éléments traces et les enjeux en agriculture. Diapositive suivante. Alors, que se passe-t-il si l'agriculteur s'aperçoit que le risque est élevé et que potentiellement sa culture ne sera pas conforme? Alors, on l'a vu ce matin, il y a 2 leviers. Il y a le principal levier, c'est la biodisponibilité du cadmium dans le sol, et puis il y a un levier variétal. Et on a conduit des travaux avec donc ça s'est fait de manière assez simple. Il s'agit de cultiver différentes variétés, le même pool de variétés dans différents endroits, ayant des disponibilités contrastées. Et puis ensuite, on arrive à décorréler un petit peu les variances et voir que en fait, la biodisponibilité, elle joue de manière très importante par rapport à l'effet variété, puisque des différences entre sites pour cet essai-là étaient d'un facteur presque 7, alors que pour la variété, on a un facteur aux alentours de 1,7. Donc le principal déterminant du transfert sol-plante, ça va être la biodisponibilité dans le sol. Et c'est donc là qu'il faudrait agir, mais ce n'est pas forcément sur la biodisponibilité qu'on peut plus facilement agir, alors que la variété, qui est un levier un petit peu plus accessible, lui, a un effet un peu moins important. Mais on va y revenir. Donc comment faire pour réduire ou maîtriser ou au moins limiter la disponibilité du cadmium dans le sol? Diapositive suivante. On l'a déjà dit ce matin, bien sûr, pour qu'il y en ait dans la plante, il faut qu'il y en ait dans le sol. Donc, bien sûr, la teneur du cadmium dans le sol est un élément important. Et sur ces 2 graphes qui détaillent l'effet du cadmium et l'effet du pH, on a comparé pour 3 seuils envisagés, 0,1, 0,15 et le seuil qui était à l'époque actuelle 0,2, l'effet modélisé de la teneur en cadmium du sol sur le risque de non-conformité. C'est une probabilité qui va entre 0 et 1. Pour 2 variétés ayant des potentiels d'accumulation différents, relief qui accumule beaucoup plus que la variété Miradou. Alors la médiane du cadmium dans le sol en France, elle est aux alentours de 0,2. Donc vous voyez, on est dans une zone relativement tendue pour le seuil à 0,1, relativement peu risquée pour le seuil à 0,2, et puis avec quelques effets quand même sur le seuil à 0,15. Et on voit bien que plus le cadmium augmente, plus l'effet simulé sur la non-conformité est assez prégnant.
Deuxième effet, bien sûr, c'est le pH qui va régir la solubilité, donc le passage en solution du cadmium, et également sa forme ionique, qui sera la forme absorbée par les plantes. Et on voit bien sur le seuil à 0,15 et un peu moins sur le seuil à 0,2, parce que les effets sont moins marqués vu qu'il y a moins de cadmium en solution, qu'il y a un effet fort de bascule de la disponibilité et donc du risque de non-conformité aux alentours du pH 7. Donc la première recommandation, bien sûr, c'est de veiller à ce que le pH du sol soit maintenu aux alentours de la neutralité et préférentiellement légèrement au-dessus de la neutralité. Diapositive suivante. Le deuxième levier sur la disponibilité, c'est la fertilisation. Alors, on a beaucoup entendu parler sur le cadmium de la fertilisation phosphatée, je vais y venir, mais il n'y a pas que la disponibilité régie par les engrais phosphatés, il y a aussi l'azote. Et le zinc, comme en témoignent ces travaux conduits par Grant et Bailey au Canada, qui montrent qu'en fait, quand on fait une fertilisation au zinc, en raison de l'antagonisme entre cadmium et zinc, eh bien, on a une baisse de la contamination du cadmium dans le blé dur. Quand on apporte de l'engrais azoté sous forme d'ammonitrate, eh bien, on voit que s'il est apporté en dispersé, on augmente très légèrement la contamination du blé dur par le cadmium, et si on le met sur le rang, on va l'augmenter de manière beaucoup plus importante. Pareil, si on rajoute le phosphore, on va encore augmenter le risque. Si on rajoute du zinc, assez logiquement, on va abaisser ce risque. Et le risque maximal, c'est quand on met du phosphore seul sur le rang. Et là, on augmente considérablement le risque de non-conformité et la contamination du blé dur. Alors, pourquoi cet effet si fort du phosphore sur le transfert sol-plante du cadmium? On sait que les engrais phosphatés contiennent du cadmium comme impureté qui est issu de la roche à partir de laquelle sont fabriqués les engrais phosphatés, qui se retrouvent dans les engrais. Mais est-ce que ce cadmium est capable d'expliquer la contamination des cultures? Diapositive suivante. Si on regarde un peu les travaux de la littérature, qui ont tracé avec des isotopes du cadmium l'origine et le devenir du cadmium de l'engrais vers la plante, on s'aperçoit en fait que c'est 0,5 à 2% du cadmium de l'engrais qu'on va retrouver dans la plante. Donc c'est relativement faible. Diapo suivante. Donc, je fais une petite simulation. Si on raisonne sur une fertilisation de 30 kg de PDO5 à l'hectare avec un engrais particulièrement riche en cadmium, 60 mg par kilo, on apporte 1,8 g de cadmium par hectare. Donc, si on prend 1,8 g et qu'on multiplie par 2,2% et qu'on prend le scénario catastrophe et qu'on met la totalité de ce cadmium dérivé de l'engrais dans le grain, eh bien, on va voir ce que ça donne. Donc, ça représente 40 mg de cadmium par hectare. Et si on met tout dans le grain, diapo suivante, la concentration dans le blé dur pour un rendement de 50 quintaux va augmenter de 0,008 et de 0,06 pour du blé tendre avec un rendement de 70 quintaux. Je vous ai rappelé les seuils réglementaires pour les différentes céréales et vous voyez que finalement, l'impact sur le risque de dépassement des seuils est relativement faible. Donc, à moins de surfertiliser en phosphore, d'avoir des conditions particulièrement défavorables, le cadmium de l'engrais a relativement peu de chances, d'après les travaux de la littérature, d'expliquer directement la contamination du cadmium dans le grain de blé dur lors des fertilisations phosphatées, l'année de la fertilisation. Je dis bien l'année de la fertilisation. Diapositive suivante. Par contre, il y a un effet immédiat de la fertilisation P sur la biodisponibilité, c'est notamment la baisse du pH. À proximité du granule, comme le montrent ces graphiques, où on a la distance au granule en abscisse et l'évolution du pH en ordonnée pour 3 types de sols, et puis 3 types d'engrais phosphatés, on voit qu'à proximité du granule, on a une baisse de pH liée à la dissolution et à la transformation de la matière active du granule, avec une baisse du pH qui peut être de 0,6 unités au maximum, dans ces travaux conduits par Lombi. Donc localement, à l'entour du granule d'engrais phosphaté, on a une baisse de pH qui peut augmenter la disponibilité du cadmium. Donc bien sûr, ça va être d'autant plus marqué si on applique l'engrais en localisé. Et il faut savoir aussi que les racines ont un petit peu tendance à se diriger vers les zones du sol qui sont particulièrement riches en nutriments. Diapositive suivante. L'autre chose qui intervient aussi lors de la fertilisation P, c'est la désorption du cadmium des phases solides vers la solution, notamment par les contrions qui sont utilisés dans certaines matières, notamment les phosphates d'ammonium. L'ammonium libéré par l'engrais va aller s'échanger avec le cadmium sur la phase solide
et donc libérer du cadmium en solution. C'est également valable pour l'ammonium, du nitrate d'ammonium. Alors bien sûr, à tout cela s'opposent les différents effets de légère alcalinisation liés à l'incorporation d'ammonium dans le sol, mais ensuite l'ammonium, lorsqu'il va se nitrifier, il va acidifier le sol par la production de protons quand on va oxyder de l'ammonium, et ça va aussi contribuer à faire baisser le pH. Donc c'est très très compliqué, tous les processus qui vont suivre l'application d'un engrais P ou d'un engrais ammoniacal sur un sol en termes d'évolution de la biodisponibilité. Et vous voyez déjà à travers ces deux processus que sont la désorption et la modification de pH qu'on peut avoir des effets liés à la fertilisation qui ne sont pas liés directement au cadmium présent dans l'engrais phosphaté. Diapo suivante. Et au final, bien sûr, ces effets sur le risque de contamination sont d'autant plus importants qu'on va apporter l'engrais de manière localisée. Diapo suivante. Alors, ça, c'est les effets de l'engrais phosphaté sur la biodisponibilité du cadmium dans le sol. Mais l'engrais phosphaté, l'année de son application, il va aussi avoir des effets sur la physiologie de la plante qui va contribuer potentiellement à augmenter le transfert de cadmium. On sait qu'au niveau physiologique de la plante, une plante qui est déficiente en phosphore, donc un statut P, un statut nutritif P déficient, va avoir tendance à accumuler plus de zinc dans ses parties aériennes et peu de phosphore. Et à l'inverse, cet antagonisme phosphore-zinc va conduire à ce qu'une plante qui est bien pourvue en phosphore accumulera moins de zinc dans ses parties aériennes. Et on sait également qu'il y a un antagonisme cadmium-zinc chez les plantes. Pour une même espèce, plus on va mettre de zinc en fertilisation, plus la plante sera riche en zinc, et moins on va retrouver de cadmium, comme le montre le graphe de droite, pour le lin et pour le blé dur. Plus on a de zinc dans les graines, moins on a de cadmium. Et cet antagonisme, on sait pourquoi il s'opère, c'est parce qu'en fait les transporteurs qui transportent dans la plante le cadmium et le zinc sont les mêmes, et donc forcément, plus on va avoir de zinc, moins on aura proportionnellement de cadmium qui sera transporté. Et donc l'histoire, c'est qu'une plante qui va être bien pourvue en phosphore aura moins de zinc dans ses parties aériennes, donc probablement moins de transfert de zinc vers ses grains, et donc du coup un peu plus de cadmium. Donc ça peut aussi contribuer par des aspects écophysiologiques à augmenter le transfert de cadmium vers le grain lorsqu'on surfertilise ou qu'on fertilise de manière abondante une plante en phosphore. Diapositive suivante. Donc les effets que je viens de vous présenter, c'est un petit peu des effets à la fois physiologiques et sur la biodisponibilité l'année de l'application de l'engrais. Et regardons maintenant ce qui se passe sur les engrais phosphatés sur le long terme. On a quand même un peu de recul maintenant pour montrer que ce n'est pas systématique, mais suivant les sols, on a une accumulation possible de cadmium liée à l'apport du cadmium contenu dans les engrais phosphatés qui n'est pas contrebalancé par des exportations, soit par lixivation, soit par les récoltes. Et sur les expériences conduites en Angleterre à Rosamsted, bon, qui sont un peu caricaturales parce que c'était à une époque où on fertilisait très abondamment en phosphore et qu'il y avait aussi des retombées atmosphériques, et bien on a vu augmenter la teneur en cadmium du sol au fil des années. Et en contrepartie, eh bien, on voyait les teneurs en cadmium dans les grains de blé augmenter sur les parcelles fertilisées en minéral et diminuer sur les parcelles fertilisées avec du fumier. Non pas qu'on n'en apportait pas du tout dans le fumier, bien sûr, on en apporte aussi du cadmium, on en apporte un peu moins, et surtout on apporte de la matière organique qui représente un certain nombre de phases sorbantes et de complexation qui immobilisent temporairement le cadmium, enfin temporairement on ne sait pas trop, mais au moins l'année de la culture et tant qu'on apporte du fumier. Voilà, donc il y a les effets qu'il faut bien distinguer, les effets de l'application, l'année de l'application, et les effets à long terme, avec des problèmes potentiels d'équilibrage de flux entre les entrées et les sorties, et potentiellement des accumulations dans les sols. Diapositive suivante. Alors, une fois que l'agriculteur, ou qu'on a un peu identifié les leviers pour limiter le transfert vers la plante à travers des effets sur la biodisponibilité, donc contrôler la qualité des intrants, raisonner la quantité fertilisée, ajuster le pH, le deuxième levier, il porte sur la partie végétale, qui est le choix de la variété. On sait maintenant que les différentes variétés de blé n'accumulent pas de manière égale le cadmium dans les grains. On peut voir ça à travers des essais variétaux, toujours les mêmes, sur différents sites, et en faisant un traitement statistique approprié, on peut éliminer l'effet lieu et l'effet année et classer les variétés par rapport à leur potentiel intrinsèque d'accumulation du cadmium. Et aussi, on a pu fournir sur le site de Blessures un classement des variétés actuelles de blé dur par rapport à leur potentiel d'accumulation. Et donc, si l'agriculteur identifie que sa parcelle
est à risque, il peut choisir une variété parmi celles qui sont proposées, qui accumule moins et qui soit aussi, bien sûr, performante en termes de performance agronomique. Alors, diapositive suivante, on sait aussi également pourquoi les variétés accumulent moins. Alors, on ne sait pas tout, mais on sait au moins une partie pourquoi certaines variétés accumulent moins. Et c'est notamment lié à un gène qui s'appelle CDU1, ou pour être très précis, à un allèle d'un gène présent au locus CDU1, qui confère à certaines variétés une capacité plus importante de séquestration du cadmium dans les vacuoles du système racinaire. Et donc, comme le montrent ces images, lorsqu'on séquestre peu de cadmium dans le système racinaire, sur la petite photo en bas, on voit la fluorescence et donc le cadmium qui est largement transporté vers le cylindre central de la racine et donc vers le xylème pour être exporté ensuite vers les parties aériennes par le flux de transpiration. Alors que quand l'allèle augmente la séquestration du cadmium dans les vacuoles, on voit que ce cadmium il est beaucoup plus séquestré au niveau de l'endoderme, sur le péricycle et sur les cellules de l'endoderme, limitant ainsi le transfert. Et donc ces variétés qui ont cet allèle de forte séquestration racinaire vont avoir une séquestration racinaire plus importante et moins de cadmium dans les grains, contrairement aux variétés qui ne l'ont pas, qui auront tendance à moins séquestrer le cadmium dans les racines et en allouer beaucoup plus au niveau des parties aériennes. Donc le Canada a déjà sélectionné depuis plus de 45 ans un certain nombre de variétés sur la base du marqueur génétique de cet allèle, ce qui a permis très largement de limiter le nombre de non-conformités qu'ils avaient sur le blé dur, sachant que le Canada est un des premiers producteurs de blé dur et qu'ils avaient des sols un peu risqués. En France, actuellement, on n'a pas encore opéré véritablement de sélection des variétés sur ce marqueur-là, mais on travaille avec les sélectionneurs et Herbalis à caractériser les variétés actuelles pour la présence ou l'absence de cet allèle qui permet la meilleure séquestration du cadmium dans le système racinaire. Diapositive suivante. Voilà, donc je conclus très rapidement en résumant un peu les leviers et les points clés. Donc le premier point, c'est évaluer le risque. Ça, c'est important. Donc on a développé un outil avec blessure qui peut être étendu, et j'aurais même l'ambition de dire qu'il peut être aussi étendu à du diagnostic de nutrition pour les oligo-éléments. L'intérêt de ce genre de modélisation, c'est qu'il prend en compte les analyses de terre et les variables de l'analyse de terre donc accessibles et qui sont liées aux grands mécanismes de disponibilité des oligo-éléments et des contaminants dans le sol. Donc on va au-delà d'une simple extraction, on complète cette extraction avec des variables physico-chimiques du sol qui régissent la disponibilité, et ces modèles qui sont des modèles statistiques, donc qui ont une valeur de prédiction relativement bonne, permettent de prédire correctement le risque de transfert de ces contaminants vers les cultures, et donc on peut envisager d'étendre ce genre d'approche à d'autres contaminants ou au contraire en termes de nutrition au diagnostic de futures carences ou pas d'oligo-éléments. Puis bien sûr, on a besoin de référentiels aussi sur les sols pour pouvoir, à partir d'une analyse de terre, dire si le risque il est important ou pas important pour une culture moyenne accumulant de manière médiane ces contaminants. Une fois qu'on a passé l'étape d'évaluer le risque, eh bien, il faut trouver des solutions s'il y a un risque avéré. Donc les deux leviers, bien sûr, agir sur la disponibilité et le levier végétal. Donc sur la disponibilité, voilà, c'est essentiellement pour le cadmium rester aux alentours d'un pH légèrement alcalin, 7 à un tout petit peu plus de 7. Surveiller ses pratiques de fertilisation, tant en termes de quantité que de type d'engrais. Alors type d'engrais, ça veut dire à la fois la forme chimique, mais aussi la qualité des intrants, et puis bien réfléchir sur la partie localisation, fractionnement, pour limiter l'impact sur la mise en solution des contaminants. Et puis sur la partie levier végétal, voilà, si on identifie un risque, eh bien, il faut réfléchir au type de culture à implanter sur la parcelle, et éventuellement, si le risque est vraiment important, choisir la variété ou le cultivar qui est identifié comme étant peu accumulateur. Alors tout ceci fonctionne sur le blé dur parce qu'il y a eu un gros travail de fait avec Herbalis pour caractériser à la fois les modèles de disponibilité et les variétés. Et ce travail pourra être étendu et reste à faire sur d'autres cultures. Diapositive suivante. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christophe. Donc, c'était une problématique